redite par rapport à ce qui est, qui va être publié, et qui est tiré effectivement de mon mémoire de maîtrise, mon mémoire de première année, sous la direction de Dominique Barthélémy, et j'ai souvenir effectivement du professeur Barthélémy m'approchant et me disant « Ah Calix, j'ai un super sujet pour vous. Ça sera les gestes de piété des chevaliers croisés du diocèse de Chartres. » Au XIIe siècle, et ce à quoi je lui avais dit effectivement, mais la première croisade c'est la fin du XIe et pas le XIIe, il m'a dit vous savez c'est un long XIIe siècle, donc vous pouvez aller aussi loin que vous le voulez. Et je lui avais dit pourquoi Chartres, il m'avait dit mais je sais que vous fréquentez quelqu'un qui est de Chartres, ce qui était le cas à l'époque. J'ai dit ah merci beaucoup, c'est trop bon. Et en me rendant pour la première fois à la Société archéologique de Eure-et-Loir, moi qui ai toujours été depuis tout petit fan d'histoire médiévale, me rendant dans cette tour. Et la première personne que j'ai rencontrée, c'était Madame Clément. Et le premier travail sur lequel je me suis penché, c'était justement les lettres d'Yves de Chartres. Et le premier document que j'ai trouvé est justement sur un des chevaliers croisés dont on va parler ce soir. Donc j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Donc c'est un travail qui a 10 ans. Et me replonger dedans pour la publication a été à la fois réjouissant et vraiment exaltant. Et je pense que vous m'arrêtez professeur, mais je pense que ça fait ça à chaque fois. Et j'imagine que dans 20 ans, je regarderai ma thèse en me disant mais qu'est-ce que c'est mal écrit. C'est quelque chose qui a été fait de manière ancienne, et je me dis bon, je pourrais faire tellement mieux maintenant. Pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé de vous flageller. Hein. Parfois, on est étonné de se dire, mais je ne pourrais plus le faire. Aussi. Ah oui, ça, je suis d'accord. Je pense que je ne pourrais plus le faire, par exemple, pour l'agrég. Je me dis, ça, j'y arriverai plus. Mais c'est vrai que l'aboutissement de ce travail était justement dans une des annexes, qui sera du coup publiée, et qui est la liste des noms. Les noms. Donc les 88 chevaliers croisés que j'ai pu glaner sur ce vaste XIIe siècle, et encore... le travail a été fait sur une année. Si j'avais eu encore plus de temps, j'en aurais peut-être trouvé plus, mais je pense que c'est certainement quelque chose qu'il faudra mettre en exergue avec d'autres diocèses pour les travaux futurs, pour couvrir toute la France. Je suis un peu, c'est mon côté un peu bonapartiste, mais moi, quand j'étais petit, j'adorais lire, quand on faisait la liste de l'ensemble des généraux de l'empereur, que la plus grande majorité, plus d'une soixantaine, même plus de 70, venaient de ma Moselle natale, et j'étais fier. Donc là, je me dis, et si on fait un travail sur toute la France, le diocèse de Chartres pourra être fier d'avoir participé dignement à ce mouvement des croisades. Donc comme je le disais, je ne compte pas faire une redite véritablement sur les gestes de piété, mais vraiment m'attarder sur ces chevaliers et sur le phénomène des croisades en tant que tel. Et donc je diviserai cette présentation en 2 temps. Je tâcherai de faire bref. Tout d'abord, un rapide tour d'horizon. J'allais dire méthodologique. Il y a des enseignements, des questions techniques véritablement sur ce qu'il ressort de l'étude, que j'intitulerai un diocèse et des actes. Et puis une focalisation, un zoom vraiment sur quelques figures qui regroupent l'essentiel des conclusions qui ont été celles de mon travail. De manière taquine, j'ai intitulé ça Aller et retour, c'est ma référence à l'œuvre de Tolkien. Donc aller et retour entre piété compensatrice, phénomène familial et retour glorieux, entre guillemets. On verra pourquoi je mets des guillemets à ce terme. Donc tout d'abord, ce diocèse, il brille par son étendue. Là, ici, je vous présente la carte du diocèse qui a été éditée donc, dans l'œuvre d'André Chédeville, sur Chartres et ses campagnes, 11e, 13e siècle. J'en profite au passage pour faire un point rapide sur l'ensemble des illustrations que vous allez voir lors de cette conférence. Il est toujours malaisé de trouver des illustrations uniquement chartraines du phénomène des croisades. Donc forcément, ce que je vais vous montrer sont des enluminures tardives, ou alors des choses qui viennent parfois de l'autre bout de la France, je pense aux fresques de Cressac, pour illustrer un phénomène qui touche tous les pans de la société, et donc la chevalerie au sens large sur l'ensemble du royaume. Donc ce diocèse, particulièrement étendu, on a 50 lieues du nord au sud et 40 d'est en ouest, et vous le voyez, touche quasiment à Paris, descend au-delà de Blois et de Vendôme, au sud, et en réalité, on touche là du doigt la complexité même du système féodal, c'est-à-dire que en s'attardant sur les chevaliers croisés du diocèse, vous voyez que ça dépasse largement le seul diocèse de Chartres, parce que dans le diocèse d'Orléans, vous avez des possessions comme celle de Beaugency, Châtellenie, comme celle du Puisaye, où
les possesseurs ont aussi des biens dans le diocèse de Chartres. Je pense par exemple au sire du Puiset, qui sont aussi les vicomtes de Chartres. Donc en réalité, comme il n'y a pas quelque chose de vraiment défini et très clair dans les frontières, tout le monde a des droits et des possessions sur des granges, des fermes, etc. Partout, on tape vraiment sur du très très large. Au-delà de ça, les sources majeures, la question des sources, les voici les sources, c'est-à-dire les fameux actes dans lesquels on retrouve ces gestes de piété des chevaliers croisés. Là, je vous ai mis donc un acte majeur, c'est celui du comte de Blois, Étienne Henry, qui renonce à ses droits vexatoires sur les biens épiscopaux à Chartres, juste avant de partir pour la seconde fois. On le reverra là, dans un second temps. Donc c'est le type d'acte que j'ai eu à dépouiller, évidemment en latin. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que sur l'ensemble de ce diocèse de Chartres, il y a eu des travaux d'érudits, notamment fin 19e, début 20e, je pense à Lucien Merlet, Charles Mettet, qui ont fait un travail formidable. Et donc, une grande partie des sources sont des sources imprimées. Nul besoin forcément de se rendre pour aller voir les cartulaires en tant que tels dans les archives, pour voir les documents originaux. Autre type de sources, évidemment, ce sont les chroniques des croisades, qu'on retrouve dans les recueils des historiens des croisades. Je pense à Raoul de Camp, Baudry de Dole, etc., j'y reviendrai, qui mentionnent parfois des chevaliers croisés qui ont brillé par leur bravoure et leurs exploits, et pour rendre hommage à leur patrie, leur petite patrie, précise d'où ils sont originaires. Beaucoup viennent du diocèse de Chartres, on va le voir. Et autre type de source, ça c'est la fameuse lettre d'Yves de Chartres, l'évêque, adressée au pape Pascal II, et mentionnant ce fameux Rimbaud Craton, qui est le tout premier chevalier croisé que j'ai eu la chance de rencontrer dans mes recherches. Alors, je dis toujours la chance parce que quand je fais des recherches, moi je suis c'est mon côté Henri Irénée Marou, hein, justement, c'est-à-dire que il y a un aspect charnel de la recherche. On s'attache à ces personnages-là, et je me suis attaché à Rimbaud Craton dès que j'ai lu la première mention de son nom. Donc ça, c'est pour vous donner un petit panorama, un petit peu des sources en tant que telles. Mais c'est vrai que c'est difficile de suivre les croisés après leur départ. L'impact du phénomène croisé dans le diocèse est assez important. Là, vous avez une enluminure qui rappelle justement le concile de Clermont, avec le pape, donc Urbain II, prêchant la croisade à cette occasion. Je le redirai, donc c'est le concile de paix, très important, dont on n'a pas gardé, d'ailleurs, je le rappelle, on n'a pas gardé justement la substantifique moelle, c'est-à-dire qu'on sait que ça a été prêché là, on n'a pas gardé les décrets. Ça a été réécrit ensuite, par exemple, par l'anonyme normand, donc une vraie réécriture, hein, il faut en avoir conscience. Toute cette idée que le chevalier doit abandonner son ancienne vie pour devenir un chevalier du Christ, véritablement, renoncer à son ancienne vie. Toute cette création de chevalier du Christ, qui a été étudiée par nombre d'historiens, repose sur des choses qu'on n'a pas conservées du concile de Clermont. Mais je disais, impact du phénomène dans le diocèse et pour Chartres, parce que le pape Urbain II s'est rendu ensuite et a fait la dédicace de la basilique de l'abbaye de Marmoutier en 1096. Par la suite, le phénomène des croisades a cherché à recruter directement dans le diocèse. Bohémond de Tarente, après son mariage avec Constance, la fille du roi Philippe Ier, vient, ça se fait dans le diocèse, ça se fait à Chartres, et il recrute à ce moment-là pour repartir à la croisade en 1107. Autre exemple, la deuxième croisade est prêchée par Saint Bernard en 1146 à Chartres. Donc c'est un haut lieu de recrutement pour les chevaliers croisés. Je vous ai mis également ici, alors c'est un peu pour les non-spécialistes, mais même pour les spécialistes, ça fait toujours du bien d'avoir une représentation cartographique des 4 premières croisades. Là, je l'ai tiré de l'Atlas du Moyen-Orient de Florian Louis, qui est assez récent et qui reprend un travail un peu plus ancien. Mais ça permet de voir véritablement les questions de distance. On parle de la croisade, on parle d'une expédition lointaine par définition, dangereuse, violente parce que extra-sociétale, et face à des individus, donc, comme c'est extra-sociétal, dont on n'a que peu d'informations. Donc on sait, et les croisés ont conscience eux-mêmes, qu'il y a un risque de mort important. Donc là, à la distance, effectivement, là en bleu, la première croisade, je soulignais sur cette carte aussi parce que ça ressort de la plupart de la carto qu'on a, même qu'on peut montrer aujourd'hui à des élèves, où on fait un point, une focale sur Paris, on pourrait faire la focale sur Chartres. Hein. C'est un haut lieu, après tout, il y a des grands du royaume qui y participent.
dont le comte de Blois, par exemple. Donc distance vers l'inconnu. Le comte de Blois participe, donc, et pourtant il n'est pas dedans. On insiste sur d'autres grands du royaume, Robert Courteuse pour la Normandie, Raymond de Saint-Gilles pour Toulouse, le propre frère du roi Philippe Ier, Hugues de Vermandois. Donc vous voyez, le tracé après se focalise sur Paris et se divise. Et gardez en tête à travers cette carte, notamment pour la première croisade, que le trajet entre l'arrivée en Asie mineure et Jérusalem a quand même pris 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans et 6 mois. Donc c'est très long, très compliqué, on y reviendra. Si on se place du coup aussi du côté, des chroniques en tant que telles, là vous avez une enluminure qui illustre l'arrivée de Philippe Auguste en Terre Sainte pour la troisième croisade. Donc il arrive dans les années 1189-1190. La part belle est faite au grand du royaume. C'est-à-dire que quand on lit les chroniques, évidemment, André Chelville le notait déjà pour Chartres, c'est les grands qui dominent. On ne parle que d'eux, il n'y a qu'eux qui comptent. Donc on parle d'Étienne Henri de Blois pour la première croisade. Là, en l'occurrence, pour ce qui est de la troisième croisade avec Philippe Auguste, on parle de Thibaut IV, du comte de Blois également, et qui accompagne Philippe Auguste vers Acre, et qui meurt d'ailleurs en 1191, il meurt au siège. Les autres sont des figurants. Sauf fait important, la présence des grands éclipse les plus modestes, qui forment, et c'est le cœur de la liste des 88 noms, pourtant l'essentiel des départs individuels tout au long du vaste XIIe siècle. Pour autant, l'installation, est rare, on le reverra, sinon il n'y aurait pas besoin d'autant de mouvements de croisade. Rares sont ceux qui s'installent directement là-bas. Avec cette représentation d'un chevalier croisé qui est archi connu, en tout cas pour ce qui est des professeurs, parce que encore on a assez peu de représentation, cette image, donc tirée du psautier de Westminster, donc qui, vous voyez, date du milieu du XIIIe siècle, est celle qui est servie à toutes les sauces aux élèves d'aujourd'hui. Sachez-le, dans les programmes scolaires, on ne voit que ça. Et pourtant, avec cette illustration, on a tout dit et rien dit. Vous voyez les termes de prise de croix, l'idée que véritablement, donc en latin cruce signatus, je prends la croix, ça n'apparaît que très tardivement, fin XIIe siècle, début XIIIe siècle, donc 3e, 4e croisade, on voit le terme apparaître. Au début, on en est encore à des termes liés au pèlerinage, volens, peregrinare, etc. C'est-à-dire vraiment, je veux aller faire le pèlerinage à Jérusalem, parfois la mention, je vais le redire, je vais faire le pèlerinage contre les païens, donc un pèlerinage intéressant, mais retenez que les actes sont écrits par les religieux, par les moines. Donc les religieux, face à quelque chose de nouveau, un pèlerinage armé, sont obligés de plaquer des concepts qui leur sont propres, des choses qu'ils comprennent, qu'ils conçoivent aisément. C'est eux qui rédigent. Donc évidemment, ils vont faire la part belle à l'idée de pèlerinage et de renoncement à la mauvaise vie. Donc ce terme est en gestation, de prise de croix. Mais l'objectif du pèlerinage demeure, parce que le but ultime, c'est d'atteindre Jérusalem, et vous voyez là un cliché récent, le Saint-Sépulcre, lieu de la passion du Christ, c'est l'objectif ultime. Philippe Contamine rappelait dans un entretien qui était sorti en 2014, donc il y a quelques années, qu'aujourd'hui les croisades sont vues comme une agression contre, l'islam en tant que civilisation. Ce n'est pas du tout entendu de cette oreille-là par les croisés eux-mêmes. Pour eux, c'est une reconquête. C'est l'idée d'une guerre de récupération. Récupérer ce qui a été pris au Christ. Récupérer ce qui a été pris, et donc ils y vont pas du tout dans l'idée d'une agression. Il n'y a pas de haine là-dedans. Dans un acte justement du comte Étienne de Blois, on mentionne Jérusalem retenue en otage avec ses fils. Donc c'est assez symbolique. C'est la limite de la conversion, justement, du renoncement qui est souhaité par l'Église. Conversion qui est appelée par l'Église pour les chevaliers et par les religieux du diocèse vis-à-vis des chevaliers qui font des actes de donation. La croisade est un pèlerinage armé, donc violent. Et ce qui est édifiant, c'est que l'ensemble est initié à Clermont, donc lors d'un concile de paix. Georges Duby avait déjà parlait déjà du lien de continuité entre le mouvement de la paix de Dieu et la croisade, c'est-à-dire que le but, c'est l'expulsion des guerriers, de ces chevaliers hors de la chrétienté, pour ne plus qu'ils tuent des chrétiens, mais pour qu'ils aillent justement faire leur office contre des païens.
le païen, je le mets entre guillemets, mais évidemment c'est le terme qui est employé à l'époque, contre les combattants musulmans. C'est ce qui ressort des actes. Donc une violence qui appelle une certaine forme de piété guerrière du chevalier qui a ce regard de servir le Christ tout en persévérant dans la chevalerie. Pour lui, il n'y a pas véritablement de transformation. Il a l'impression de juste mettre son épée au service du Christ. Donc faire ce qu'il sait faire de mieux. Avec tout ce que cela comporte. Et d'ailleurs, la papauté elle-même a besoin, Urbain II a certainement conscience, et les papes, ses successeurs, ont complètement conscience qu'ils ont besoin de cette violence. Il ne faut pas qu'ils se convertissent trop, le chevalier. On a besoin de ses capacités combattantes là-bas. Donc il faut qu'il maintienne un peu cette mentalité sur place. Et Jonathan Riley Smith pensait, je le rappelle, que les chevaliers représentaient un peu moins de 10% de l'ensemble des contingents pour les croisades. C'est-à-dire qu'ils sont là un peu pour encadrer la troupe. Ils font l'effet majeur, si j'ose dire. Avec un risque de mort réel, et c'est là qu'interviennent les fameux actes, ces fameuses sources, majeures sur lesquelles j'ai pu travailler, donc des actes de donation, pour mettre sa conscience en règle avant le départ. Et là, à titre personnel, j'ai considéré déjà à l'époque de ces travaux qu'il y avait une tentative un peu de récupération. Les religieux ont voulu profiter des départs pour régler les différends. Le chevalier qui renonce à des droits vexatoires, à des conflits avec des religieux juste avant de partir. Bon, en l'occurrence, les expéditions sont coûteuses. Donc, même si on nous dit que c'est un don, on voit de véritables ventes, mais on voit aussi des dons contre des cadeaux. Donc dons et contre-dons, d'accord. Après, il y a aussi, donc c'est une forme d'échange, mais il y a aussi, et là clairement aussi des mises en gage. On met en gage des terrains, des droits auprès des religieux. C'était là l'erreur justement de Jonathan Riley Smith qui voyait plus le vif-gage. Alors pour vous la faire courte, vous avez deux manières de mettre en gage à cette époque. Le vif-gage, c'est-à-dire que la personne à qui vous mettez en gage votre bien, auprès de qui vous mettez en gage votre bien, rembourse une partie en fait du prêt sur ce que le bien génère comme richesse. C'est-à-dire que quand vous voulez récupérer le bien, vous n'avez pas besoin de dépenser une somme parce qu'il s'est auto-remboursé avec ce que le bien a généré. L'autre type, c'est le morgage, qu'aujourd'hui on appelle hypothèque. Donc là, majoritairement, dans les actes de donation des chevaliers, comme ils partent avec ce risque de mort, ils font de l'hypothèque, sauf que dans leur tête, ce morgage, ils espèrent le récupérer en revenant. Et c'est très utile de le donner à des moines, justement, en mettant l'accent sur le côté « je me repens, je renonce à mes exactions », parce que d'une certaine façon, faire ce don aux religieux, c'est garantir aussi la pérennité de ces terres, c'est-à-dire qu'elles vont être entretenues pendant le temps où vous n'êtes pas là. Et comme ça, vous êtes sûr aussi que personne ne va les prendre et les attaquer, parce qu'on s'en prend là à l'église. C'est une double sécurité. Donc il y a plusieurs façons de l'analyser, ça c'est ma façon à moi, et ça n'enlève en rien la piété réelle du chevalier, mais ça permet de la mettre en perspective. Alors je dis c'est ma façon à moi, alors ça me permet de rappeler ce mot célèbre justement d'Henri Irénée Marroux dans De la connaissance historique en 1954 qui disait, pour le travail de l'historien, nous connaissons du passé ce que nous croyons vrai, de ce que nous avons compris et de ce que les documents ont conservé. Ouais. Nous connaissons du passé ce que nous croyons vrai, de ce que nous avons compris, de ce que les documents ont conservé. Donc en gros, on ne peut comprendre que ce qu'on est capable de comprendre. Et moi, comme je suis très cynique, je préfère partir du principe que les religieux ont profité de l'affaire. Après, si on se concentre désormais, c'est mon second temps, et c'est là-dessus que je vais passer le plus de temps, j'allais dire, sur les parcours spécifiques de ces chevaliers croisés et du diocèse. On va étudier quelques cas pratiques. Je vous ai mis ici une généalogie succincte que j'avais établie à l'époque des Gouais. Alors, pour vous remettre dans le contexte, les Gouais c'est une seigneurie du Perche-Gouais, donc c'est dans le Perche. Donc ils sont possessionnés, le Perche fait partie, en tout cas dans une grande majorité du diocèse de Chartres. Les Gouais que vous voyez ici, j'ai mis en gras les croisés. Pour vous voyez, c'est assez représentatif. Et notamment un exemple parmi d'autres, que la croisade ne crée pas forcément automatiquement des liens familiaux, c'est-à-dire que ce n'est pas des alliances qui se sont nouées à la faveur de la croisade. En revanche,
les alliances matrimoniales classiques entre familles de chevaliers se sont toujours perpétuées, XIe, XIIe siècle, et transmettent avec elles une certaine forme de coutume, la coutume du départ à la croisade, qui se transmet de génération en génération. Alors, vous voyez, avec Hugues de Montmirail, qui était là, un cadet, d'accord. Je fais un sort aussi à cette idée, qui a souvent été le cas. Ça fait partie des idées battues en brèche par les historiens depuis des années, et avec raison. L'idée que la croisade permet de s'enrichir, faux. C'est coûteux, et généralement ils reviennent. La richesse, c'est principalement reliquaire. Et la deuxième idée, c'est que c'est une aventure de cadet de famille. Quand on voit le comte de Blois, et dans la famille justement des comtes de Blois, beaucoup sont partis à la croisade. On a quand même là un grand du royaume qui participe. Il y en a beaucoup dans ce cas de figure aussi. Rares sont comment dirais-je, les mentions de cadets, en tout cas pour le diocèse de Chartres. On ressort plutôt des premières figures en quelque sorte. En revanche, on laisse le cadet gérer la seigneurie pendant qu'on est absent. Et le cadet qui se frotte les mains parce qu'il sait que justement, il va pouvoir récupérer si jamais il y a le moindre problème. Donc, vous voyez, Guillaume Couët IV est mort effectivement directement là-bas. Il était parti vers 1168. Et quand on descend, là, j'aimerais m'attarder, j'allais dire, au-delà de l'ensemble de ces croisés, ces 4 croisés sur le long XIIe siècle, m'attarder sur Gervais II, qui est ici. Alors lui, il est lié au Gouais du chef de sa femme, c'est-à-dire par mariage avec Mathilde, qui est une descendante, vous voyez, des Gouais. Il part à la 4e croisade, celle de 1202, avec son beau-frère, vous voyez, Renaud de Montmirail. Gervais II, c'est la seigneurie de Châteauneuf-en-Thymerais. Donc là, tous les deux partent, lui et son beau-frère, à la 4e croisade. La 4e croisade, c'est bien celle qui est détournée par les Vénitiens pour finir sur Constantinople. Beaucoup de croisés partent justement à la 4e croisade. Le comte de Blois lui-même, Louis, il part et s'installe là-bas. Il devient possessionné justement au niveau de ce qui était l'Empire byzantin à ce moment-là, qui devient l'Empire latin. Et il meurt avec nombre de chevaliers croisés du diocèse à la bataille d'Andrinople en 1205. Ce Gervais-là les suit, visiblement est parti avant la bataille d'Andrinople, donc à éviter le pire, et il rentre, on le voit dans divers actes de donation, dans les années de 1210, alors là il y a un acte de 1212 auquel je fais mention là, il revient auréolé de prestige, ce prestige se traduit avec toutes les reliques qu'il ramène avec lui. Et je vous en fais une rapide mention. Il donne à Notre-Dame de Chartres le chef de Saint-Matthieu, c'est-à-dire la tête de Saint-Matthieu. Il donne le doigt de Saint-Nicolas, la main droite de Saint-Jacques, le chef de Saint-Christophe, ou encore du bois de la Vraie Croix. Tout ça à l'abbaye Saint-Vincent-au-Bois, qui est une abbaye attachée à sa famille, parce qu'elle est juste à côté de Châteauneuf-en-Thymerais. Ça fait beaucoup de reliques. Pour quelqu'un qui prétend ne pas avoir fait partie du sac de Constantinople. Alors que toutes ces reliques y étaient. Donc, c'est rappelé, d'ailleurs, Lucien Merlet le dit, dans la notice qu'il fait sur la baronnie de Châteauneuf-en-Thymerais, il dit non, il n'était pas au sac de Constantinople, il ne s'est pas fourvoyé avec les autres croisés dans l'attaque d'autres chrétiens. D'accord, quid de toutes ces reliques? Sachant que Byzance c'était connu justement pour être le premier pourvoyeur de reliques pour ceux qui accomplissaient le pèlerinage déjà au XIe siècle, passage obligé pour récupérer, si j'ose dire, un souvenir. Si vous me passez cet anachronisme terrible. Lui, Gervais II, visiblement, a fait partie du sac de Constantinople, à l'inverse d'un autre chevalier croisé du diocèse, qui est Simon de Montfort, fameux Simon IV de Montfort, connu par la suite pour la croisade des Albigeoises. Ce Simon-là, lui, justement, s'il avait été choisi par le légat pontifical pour la croisade albigeoise, c'est parce que lors de la 4e croisade, après le siège de Zara, donc c'est Zadar en Croatie actuelle, il a quitté les autres croisés quand il a compris que les Vénitiens allaient se diriger sur Constantinople, et lui, il a accompli son vœu. Il est allé à Jérusalem. Et il en est revenu là avec le prestige d'avoir ramené les palmes, qui était vraiment le symbole d'avoir accompli ce pèlerinage. Forme de piété guerrière, c'est l'idée. Là, vous avez je l'avais déjà montré précédemment, mais vous avez la fresque de Cressac, justement, la commanderie templière de Cressac, la fin du XIIe siècle. On voit justement la charge à la lance
la lance qui est l'équipement de base du chevalier au XIe, XIIe siècle. C'est ce qui fait sa renommée, si j'ose dire, et son efficacité. Si on revient sur cette notion de piété guerrière, avec le cas d'un autre chevalier, c'est Nivelon II de Fredval, qui part à la première croisade, celle de 1096, et dans un acte de renoncement à des exactions contre des religieux, il est fait mention justement Jérusalem retenue en otage avec ses fils, de nouveau. L'idée de lutter contre les païens. Donc là, les religieux, les moines, ont quand même essayé de traduire la pensée, à mon sens, qui est celle du chevalier, qui est de rejoindre. Là, je rejoins la pensée de Jean Flory là-dessus, c'est-à-dire que selon laquelle le chevalier conçoit son engagement comme un acte d'amour, au sens qui est un acte d'amour au service de Dieu. Il met son épée au service du Christ, car le Christ est dans la posture du Seigneur spolié de ses terres. Pour eux, pour le chevalier du XIIe siècle, il a besoin de se rapprocher de concepts existants et qu'il sera capable lui-même d'entrevoir et de comprendre. Donc le Christ est le Seigneur spolié de ses terres. Il faut rétablir la justice. Il faut aller là-bas pour récupérer Jérusalem et la lui rendre. Nivelon parle, il fait mention dans l'acte en tout cas, d'abandonner son ancienne vie, de renoncer à son ancienne vie. Mais pour lui, clairement, il a servi le Christ. Il a prêté son épée le temps d'un interlude pieux, si vous voulez. Et donc, il y a une certaine forme de donnant-donnant. Quand il revient sur ces terres, quand il revient dans le diocèse, il revient dans une société qui est complètement inchangée. La société n'a pas changé. Lui a changé parce qu'il a été au contact d'une violence réelle, d'un risque de mort certainement plus important que dans le royaume de France, d'accord. Ok. Mais au-delà de ça, quand il rentre dans une société inchangée. Lui n'a pas tant changé que ça parce qu'il reprend tout de suite ses exactions contre les religieux. Et on le voit parce que, de manière assez classique, il renonce à ses exactions à l'article de la mort. Et donc dans un acte daté de 1122, lui et son fils Ursion, qui sont en fait de mèche dans les exactions contre les religieux de la Trinité de Vendôme, ils font amende honorable, donc Nivelon II fait amende honorable avant de mourir. Ce qui était le cas des chevaliers même tout au long du XIe siècle. Dans le cadre de la réforme grégorienne, justement, où l'Église cherche à récupérer les biens qui ont été perdus par elle et qui sont tombés entre des mains diverses seigneuriales. Là, en l'occurrence, on retombe sur un cas classique. Donc, retour dans une société inchangée. Le chevalier, là-dessus, sa mentalité n'a pas changé, elle est toujours très claire. Comme à l'accoutumée, du coup. Donc, le renoncement n'est arraché par les moines que dans un cas de figure particulier. Autre exemple de l'aspect guerrier, avec Hugues II du Puisaye. Donc c'est quelqu'un qui devient sire du Puisaye, et donc vicomte de Chartres, à la mort de son frère, qui était le seigneur en titre, Évrard III. Évrard III est mort à Antioche. Il est mort à Antioche, je vais reparler d'Antioche parce que c'est vraiment un moment fondateur de la première croisade, c'est le moment où tout bascule. C'est le fameux désastre où on a cru que tout allait basculer à ce moment-là, et c'est rappelé par les chroniqueurs notamment de la première croisade. Évrard III meurt à Antioche, il avait suivi son seigneur Lich, c'est-à-dire le comte de Blois, à Antioche, lors de la première croisade, et il est mort là-bas. Hugues II du Puisaye, du coup, qui était son cadet, avait la gestion du domaine, et la conserve, en attendant que son neveu lui succède, le futur Hugues III, qui partira à la croisade d'ailleurs lui aussi. Là encore, on voit la coutume. Hugues II du Puisaye, il est intéressant parce que il est seigneur en titre, d'accord, mais il part à la croisade au tout début des années 1110. Il part avec plusieurs de ses chevaliers, il part avec sa clientèle, ce qui vous montre là encore que la croisade est un phénomène au-delà du familial, parce qu'évidemment dans les actes, les familles interviennent, ne serait-ce que pour avoir la garantie que les frères, les sœurs, etc. ne viendront pas contester le don qui a été fait aux religieux. Mais c'est un phénomène familial et de clientèle. Le seigneur part avec ses vassaux, la plupart du temps. Il part avec ses chevaliers, il part avec ses hommes. Donc là, Hugues du Puisaye part et s'installe là-bas.
il devient, et ça a été étudié par l'historien Hans Eberhard Meyer dans un article sur les origines du comté de Jaffa, il devient comte de Jaffa et seigneur d'Ascalon. Et il lance la lignée justement des comtes de Jaffa issus du Puisaye. Donc là, on est sur un cas de figure incroyable où il s'installe durablement là-bas et prend épouse là-bas. Et le fils qu'il aura là-bas, qui deviendra, donc il devient Hugues Ier, lui qui était Hugues II du Puisaye devient Hugues Ier de Jaffa, et son fils Hugues II de Jaffa. Et son fils, c'est ce qu'on appelle un poulain, c'est-à-dire un franc né en Terre Sainte. Et comme il prend épouse là-bas et qu'il s'installe durablement, il est la quintessence de ce que Fouché de Chartres, dans sa geste des Francs, résumait sur le côté brassage culturel. Je vous cite là ce passage parce qu'il est assez éloquent. Alors Fouché de Chartres a fait partie de la première croisade. Il a fini chapelain du comte de Boulogne, Baudouin, qui deviendra premier roi de Jérusalem. Et quand il écrit donc sa geste des Francs, il écrit donc « Nous qui étions occidentaux, nous sommes devenus orientaux. Celui qui était romain ou français est devenu galiléen ou palestinien. » Et là, c'est le chauvinisme qui parle juste derrière. « L'habitant de Chartres ou de Reims est devenu tyrien ou antiochien. Nous avons oublié les lieux de notre origine. Plusieurs d'entre nous n'y sont jamais allés ou n'en ont jamais entendu parler. Un tel possède ici des maisons et des domestiques par droit d'héritage, tel autre a épousé une femme, non parmi ses compatriotes, mais une Syrienne, une Arménienne, parfois même une Sarrasine baptisée. On se sert alternativement des diverses langues du pays, et les langues jadis parlées à l'exclusion les unes des autres sont devenues communes à tous. Message derrière, la parole de l'écriture se vérifie enfin. Le lion et le bœuf mangeront au même râtelier. L'étranger est maintenant devenu presque un indigène. Hugues du Puisaye, il est, en tout cas dans ce qui est rapporté même par Guillaume de Tyr par la suite, et toute sa lignée à Jaffa, à Ascalon, sert la même ligne. C'est-à-dire qu'ils sont complètement installés là-bas durablement et, ils en adaptent les coutumes. Il oublie très certainement lui-même d'où il est. Son fils n'a jamais mis les pieds à Chartres. On oublie cette idée-là. Il n'y a pas de lien avec les sires du Puisaye restés dans le royaume de France. Pourquoi je vous parle d'Hugues II ? Parce que, pour le coup, lui, ses actes de donation sont, avant son départ évidemment pour le royaume de France, pour le diocèse. Une fois qu'il est là-bas, il envoie encore quelques dons, mais il en récupère aussi une partie qu'il donne aux Templiers. Des choses qu'il a données avant de partir à la Trinité de Vendôme, ou à Marmoutier, ou même à Notre-Dame de Chartres. Eh bien, il fait une deuxième donation du même bien, ce qui va générer ensuite des conflits entre les religieux eux-mêmes. Il fait la même donation aux Templiers, sur place, parce qu'il les a vus à l'œuvre très certainement, et il salue justement cette forme de piété guerrière, là pour le coup de chevalier du Christ, dans la plus pure acception, bernardienne. Il fait des dons où il explique que c'est pour lutter contre les païens. Donc il y a vraiment l'aspect de lutte, de combat. Et il dit dans un de ses actes, justement, là je ne l'ai pas renoté, mais de mémoire, qu'il a vu la bravoure au combat des Templiers. Et il sait à quel point leur épée est utile au Christ. Piété guerrière. Et je le mentionne aussi, justement, pour le seigneurie de Jaffa, parce qu'il faut se mettre d'accord sur le fait que les installations en Orient sont rares. André Chèdeville, pour Chartres, a surtout insisté sur l'aspect économique, les expéditions coûteuses, etc. Il explique aussi que, assez étrangement, à un moment, il dit que justement beaucoup ne reviennent pas. Le but, c'est de s'installer là-bas. Assez peu. En réalité, s'il y a autant de départs individuels et continus comme ça, tout au long d'un long XIIe siècle, et encore des recrutements lors de phases particulières, deuxième croisade, vers 1147, troisième croisade, vers 1189, quatrième croisade, etc., et encore au XIIIe siècle, c'est justement parce qu'il n'y a pas assez de bras là-bas. On manque de main-d'œuvre, stricto sensu militaire, sur place pour défendre les États latins. Donc il n'y a pas assez d'installation. C'est justement le lien de cause à effet. Et parfois, ils peuvent partir à plusieurs reprises. Et c'est là que j'insisterai un peu sur le cas, Clément disait le pauvre Étienne-Henri de Blois, le pauvre comte de Blois. Le comte de Blois, Étienne-Henri,
a la particularité d'être parti 2 fois. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais lui est intéressant parce qu'il fait justement partie des grands du royaume qui partent à la première croisade en 1096. Avec, je l'ai dit, Robert Courteheuse, Jacques de Vermandois. On pense beaucoup évidemment à Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin de Boulogne, parce que derrière, ils ont été à la tête de Jérusalem. Godefroy de Bouillon ne voulait pas le titre de roi, donc il a préféré celui d'avoué du Saint-Sépulcre. Son frère a moins de scrupules, il sera le premier roi de Jérusalem, Baudouin Ier. Ou encore Raymond de Saint-Gilles, le Toulousain. Dans les actes avant son départ, qui sont établis d'ailleurs avec l'accord de sa parenté et de son conseil, ce qu'on appelle les optimates, qui sont les signataires en fait des actes, lire la liste de ceux qui sont témoins de l'acte et qui signent et qui sont membres de son conseil, c'est lire la liste de tous les grands croisés de la première croisade. On a Raoul Ier de Beaugency, on a Rimbaud Craton, dont je vais parler tout de suite derrière, on a Évrard III de Puiset, on a Nivelon II de Fredval, donc tous les grands, tous ces vassaux l'ont suivi. Et ils sont tous signataires des actes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement de fond derrière. Il faut rappeler aussi les difficultés de l'expédition et la violence inhérente. Je l'ai dit, donc la progression lente des croisés, j'ai dit 2 ans et 6 mois, en réalité c'est 2 ans et 2 mois, entre l'arrivée en Asie mineure et la prise de Jérusalem. Et la question des pertes, c'est toujours un peu compliqué. Là j'y reviendrai, je vous ai mis une illustration d'Antioche, j'y viens. Avant d'arriver à Antioche, les croisés en Asie mineure, la bataille la plus importante, c'est celle de Dorilé, le 1er juillet 1097, face aux Seldjoukides de Kilij Arslan. La bataille a tourné à la faveur des croisés, plus par l'impréparation d'ailleurs de Kilij Arslan qu'autre chose. Mais quand on en vient aux pertes, on a conservé une lettre du comte Étienne Henry à sa femme, la comtesse Adèle. Lettre dans laquelle il dit qu'il n'y a eu aucune perte parmi les rangs des croisés lors de la bataille. Alors, ça peut se paraître surprenant. Olivier Bouzy disait dans un article des années 90 que c'était certainement lié au fait qu'il a envie de rassurer sa femme sur justement la violence qu'il rencontre en Orient. De manière plus prosaïque, et plus technique, j'allais dire, il faut plutôt se ranger à l'analyse qui avait été faite justement par Jean Flory sur la question des pertes. Il nous explique que les pertes sont loin d'être négligeables, mais on n'a pas de chiffres. C'est compliqué de savoir. En fait, quand il dit qu'il n'y a pas de pertes à la bataille de Dorilé, c'est que pour lui, il n'y a pas de pertes importantes. Pas de chevaliers. La Pietà, ils sont morts gaillardement et joyeusement, très certainement. Mais pas de chevaliers croisés morts. C'est tout ce qui compte pour lui. Et ensuite, on a, même dans les chroniqueurs des croisades, oui, il n'y a pas eu de mort, ou alors on nous parle de milliers de morts, comme on nous parle de milliers de combattants. Alors, je dis souvent à mes élèves, je donne l'anecdote assez savoureuse d'un de mes professeurs à la Sorbonne, Thierry Dutour, qui avait pour coutume de nous dire, alors tout le monde se moque aujourd'hui des chroniqueurs des croisades, ou des chroniqueurs médiévaux en général, qui donnent des chiffres complètement ahurissants, avec des centaines de milliers d'individus sur des batailles, alors qu'en réalité il y avait quelques milliers à peine. Et par analogie, il parlait des manifestations actuelles, où syndicats et policiers on passe du simple au quadruple. Et il disait, voilà, notre modernité qui se veut tellement supérieure au passé n'est même pas foutue de calculer combien il y a de gens dans la rue. Donc comment voulez-vous qu'un religieux, comme Orderic Vital, au XIIe siècle, sache compter quand il voit une masse de gens devant lui? Pour lui, voilà, la masse de gens, ils prennent toute la place? Il y en a des milliers. Tout bêtement. Donc ça, je fais un sort à ces questions-là, mais c'est vrai que quand Thierry Dutour nous disait ça, c'était toujours assez drôle. Et pour la question des pertes, il ne faut pas oublier non plus que tout au long du XIIe siècle, il y a des combats d'escarmouches. C'est rappelé par certains écrits, plutôt du côté musulman. Je pense à Oussama ibn Munkid, qui est une des sources majeures, qui rappelle qu'il y a des combats d'escarmouches, des combats de rencontres hebdomadaires. C'est-à-dire en permanence, sur cette ligne de marche entre les États latins, qui sont assez proches en réalité en termes géographiques avec Damas. Et donc il y a des combats permanents, donc il y a des pertes permanentes, il faut en avoir conscience. Arrive le siège d'Antioche, que vous avez là, donc sur une enluminure, donc c'est les passages faits outre-mer de Sébastien Mambrot, là c'est une enluminure de Jean Colombe. Je me permets de faire un petit zoom justement sur cette enluminure, pour qu'on voit de plus près le siège d'Antioche, et là vous voyez, après plusieurs mois, c'était un siège très difficile Antioche. Antioche, la ville est prise en 1098, ça a été extrêmement violent,
et très long, très difficile pour les croisés, parce qu'en permanence, les assiégés, les combattants musulmans turcs qui étaient à l'intérieur recevaient des renforts de l'extérieur. Et ça, je l'ai dit, alors c'est un morceau de bravoure aussi parce que, par exemple, chez certains chroniqueurs, certains historiens de la croisade contemporains, je pense à Baudric Dole ou encore dans la chanson d'Antioche, on nous fait mention d'un chevalier de Chartres, un certain Fouché-Gouel, qui est le premier à escalader les remparts et à entrer dans la ville. Je le mentionne parce que Rimbaud-Craton, ça sera la même pour Jérusalem. Donc les Chartrains, première place du combat, première croisade. C'est le podium ultime. Mais Antioche est un siège particulier parce que, pour vous la faire courte, en réalité, les croisés réussissent à prendre Antioche difficilement. Et une fois qu'ils sont dans Antioche, la particularité de la ville, c'est qu'au sommet de la ville, il y a une citadelle. Et la citadelle est toujours aux mains des musulmans. Et donc après, les croisés se retrouvent assiégés par les troupes de secours musulmanes qui font le siège de la ville. Et donc ils sont pris entre deux feux, entre la citadelle et l'impossibilité de sortir. Donc c'est le désastre annoncé. Et en fait, dans ce contexte de désastre annoncé, alors c'est le moment merveilleux de la découverte de la Sainte-Lance par Adhémar de Monteil, qui découvre inopinément la Sainte-Lance dans une des églises d'Antioche. Donc évidemment, ça galvanise encore plus la fougue, la piété des croisés, et ils parviennent à vaincre. Sauf que avant cette issue heureuse du siège d'Antioche, quand tout semblait perdu, certains sont partis. Étienne Henry en a fait partie. Il a fait partie du contingent de ceux qui sont partis, mais j'allais dire, avec notre œil d'aujourd'hui, c'est assez drôle, et même moi quand je le raconte parfois à mes élèves, ils se marrent en disant « Ah, le lâche !» Oui, mais c'est-à-dire qu'il a subi un siège terrible, il est là depuis le début, quand il pense que vraiment tout est perdu, il s'en va, alors même que ses vassaux restent, lui il s'en va, que c'est sûr que ça la fout mal, mais pire du pire pour lui, c'est que dans sa fuite, il quitte Antioche, il se rend à Constantinople auprès du Basileus, à Alexis Ier Comnène, et il lui dit que tout est perdu, que c'est un désastre. Et donc Alexis Ier est bien content parce qu'il était en train de préparer une armée de renforts, de secours, et il choisit de ne pas l'envoyer justement en disant « Bah non, si tout est perdu, bon, les dés sont jetés, ça n'a aucun intérêt ». Donc quand il rentre en Occident latin, quand il rentre dans le royaume de France, et en particulier dans le diocèse de Chartres, et donc dans son fief, à Blois, c'est à ce moment-là qu'il apprend la prise de Jérusalem. Donc, bon, alors ouais, mais je vais faire une entorse à mon règlement, j'ai horreur de citer mes élèves, mais mes élèves auraient dit « Oh, il a le somme ultime !» J'ai dit « Oui, c'est ça, il est très déçu. » Donc évidemment, là, c'est terrible pour lui, parce qu'à la honte d'être parti, s'ajoute le poids d'une crédibilité en berne vis-à-vis de ses vassaux. Je vous rappelle que la féodalité en tant que telle, la relation entre le seigneur et son vassal est particulière, c'est du donnant-donnant. Et donc le seigneur donne des gages à ses vassaux. Là, que les vassaux voient leur seigneur Lige partir, il rentre dans son diocèse, il apprend que finalement tout s'est très bien passé, et puis ils ont pris Jérusalem, donc les autres sont tous auréolés de gloire, sauf lui. Et pour vous remettre dans le contexte, donc il repart. Et il repart sous la pression familiale et clientèle. C'est-à-dire que ses hommes et sa femme Adèle, souvenez-vous que Adèle de Blois, je dis souvenez-vous, mais je vous le dis, Adèle de Blois, c'est la fille de Guillaume le Conquérant. Sa femme. Donc c'est du caractère, certainement. Et du coup, d'ailleurs, c'est elle qui gère le comté en son absence. Et elle continue à le gérer après, et elle le gère très bien, d'une main ferme. Elle tient tête à l'évêque Yves de Chartres, qui a peur d'elle. Il le dit dans une de ses lettres. Donc, quand il rentre la queue entre les jambes, c'est elle qui certainement lui met la pression pour qu'il reparte. Et donc il repart. Je dis ça de manière, j'allais dire taquine, mais c'est très sérieux. C'est Kimberly Loprit qui a travaillé là-dessus sur Adèle de Blois et qui montre justement que elle le pousse à repartir pour laver cet affront et laver l'honneur aussi du nom des comtes de Blois. Donc il repart à la croisade de secours de 1101. Avec d'autres de ses vassaux, là encore, notamment le comte de Vendôme, Geoffroy II, Geoffroy Jourdain. Et c'est funeste pour lui, parce qu'il meurt à la seconde bataille de Ramla, donc en mai 1102,
Vous avez là justement une enluminure qui la montre. Il y a eu 3 batailles de Ramla. La première est une victoire, la seconde est une défaite terrible, et la troisième est de nouveau une victoire. Donc c'est un peu compliqué, il est tombé entre les deux, quoi. Et la bataille de Ramla est terrible pour le sang chartrain, si j'ose dire. Le comte de Vendôme meurt avec son seigneur, donc le comte de Blois. D'autres chevaliers meurent aussi avec eux, donc c'est très très compliqué. Et on voit justement les dangers inhérents à la croisade à travers cette bataille. Donc destin funeste pour Étienne de Blois, qui n'aura pas vu le siège de Jérusalem, évidemment. Siège de Jérusalem, ici des représentations tardives sur le camp des croisés, l'assaut sur la ville. Siège de Jérusalem, où semble s'être illustré, et c'est mon dernier point, un chevalier en particulier, le fameux Rimbaud Craton. Alors dans les sources, on le mentionne sur Creton, Craton, il y a diverses exceptions. Donc je le disais, émotion particulière, parce que c'est le premier que j'ai trouvé, et non des moindres, parce qu'on le connaît grâce à une lettre d'Yves de Chartres du début du XIIe siècle adressée à Pascal II, je vais y revenir. Mais il est nommé par plusieurs chroniqueurs de la première croisade, qui tous s'accordent quasiment à en faire un chartrain. Il n'y en a qu'un seul qui le place plutôt dans le Cambrésis, c'est Orderic Vital. Alors même, je vais le remontrer après, qu'il y a une implantation locale qui se retrouve, et on voit ce nom, et on le voit lui-même à diverses reprises dans des actes du diocèse. Il est de Chartres. Et il est, vous voyez, je l'avais dit, il fait figure de témoin dans les actes de son seigneur Lich, c'est-à-dire le comte de Blois. Pourquoi il est nommé? Alors il est nommé déjà par Baudric d'Ol, qu'il mentionne à Antioche, pour sa bravoure face aux Turcs. Il fait une sortie avec Bohémond, le futur Bohémond d'Antioche, Bohémond de Tarente. Ils font une sortie tous les deux à un moment, le 5 mars 1098, et visiblement ils massacrent énormément de Turcs. Ils les ont pris par surprise. Il est de tous les coups justement d'Antioche, et ensuite à Jérusalem. C'est l'heure de gloire, d'après Raoul de Cambre, dans sa vie de Tancrède, qui le mentionne comme étant d'une grande noblesse, courageux, brave, le premier à escalader les murs de Jérusalem le 15 juillet 1099. Donc on imagine vraiment cette fougue. Là je vous ai mis une autre représentation qui est tirée du roman de Godefroy de Bouillon, du siège de Jérusalem, où là encore on voit la violence des combats. Et donc il faut s'imaginer que Raoul de Camp le porte au pinacle, justement, comme étant le premier. Mais il n'est pas le seul, justement, parce que, comment dire, alors il revient blessé, il a perdu un bras, mais il revient auréolé de gloire à Chartres. Et c'est là-dessus qu'intervient, justement, donc je le disais, je passe rapidement, mais ces photographies, je remercie Madame Clément pour me les avoir fournies, donc qui vous donne 2 clichés récents de la rue aux Juifs et du Tertre Montpensier, aujourd'hui à Chartres. C'est le lieu, ce croisement et l'ensemble du petit domaine attenant. Aujourd'hui, évidemment, ça correspond plus à rien, mais c'était la maison de Rimbaud Craton et de sa famille. Signe une fois encore qu'il est bien de Chartres, parce que son fils aîné, Eudes, et sa veuve Radegonde souscrivent ensemble à un acte dans les années 1130, faisant encore mention de sa gloire passée, etc. Et par rapport justement à ce bien qu'il souhaite récupérer, et s'assurer du retour de ce bien, parce qu'apparemment Rimbaud Craton avait fait don de cette maison aux religieux juste avant sa mort. Donc il est bien de Chartres. Et donc j'y viens sur la question du retour du croisé. Groupe roman en grès très célèbre intitulé Le Retour du croisé, qui vient de chez moi, de ma Lorraine natale, et en l'occurrence assez émouvant parce qu'on voit justement le croisé de retour avec son épouse. Je ne pourrais vous dire si le retour de Rimbaud Craton auprès de Radegonde a été aussi tendre, mais ce qui est sûr, c'est que son retour est auréolé de gloire, et je l'ai dit, il revient blessé. Et rapidement intervient un souci, parce que lui aussi revient dans un monde qui est inchangé, une société inchangée. Et je vais prendre le temps dans les minutes qui me restent, je vais lire la lettre en intégralité, et vous allez voir qu'elle est assez édifiante. Lettre, du coup, de l'évêque Yves de Chartres à Pascal II, le pape. Le chevalier porteur de ces lettres, nommé Rimbaud, a combattu courageusement au siège de Jérusalem. Revenu dans ces terres, entraîné par les suggestions du démon et par la violence de la colère, il a fait mutiler un moine et prêtre du monastère de Bonneval. Parce que ce moine avait fait frapper quelques-uns de ses serviteurs qui dérobaient du foin.
Pour réprimer ce crime inouï, nous avons dû user des rigueurs de l'Église. Nous lui avons interdit les armes, nous lui avons imposé une pénitence de 14 ans, nous lui avons ordonné de faire abstinence à certains jours que nous lui avons déterminés et d'expier son forfait exécrable par des aumônes et par des jeûnes. Il se soumit d'abord de bonne grâce, puis il nous fatigua de ses instances et de celles de beaucoup d'amis puissants pour obtenir la permission d'user de ses armes afin de se défendre contre ses ennemis. Nous n'avons pas voulu toutefois céder à ces instances de peur qu'une trop grande indulgence ne fût nuisible à lui et à d'autres. Réservant donc cette indulgence à la douceur apostolique, nous l'avons envoyé au siège des saints apôtres, afin que par la fatigue de ce voyage, il lavât son crime et qu'il trouvât dans les entrailles de votre piété la miséricorde que Dieu vous inspirera. Adieu. Évidemment, il l'envoie vers le pape, semble-t-il, il revient, mais il faut comprendre aussi toute cette logique, c'est-à-dire que là, on est clairement sur un conflit qui porte sur des droits, sur une grange. Très certainement que cette grange a été mise en gage par Rimbaud Craton avant son départ, auprès de l'abbaye Bonneval, auprès du moine. Quand il revient, il veut le récupérer. Sauf que le moine ne l'entend pas, pour eux c'est un don, et d'ailleurs ils l'ont édité comme ça, c'est-à-dire qu'ils l'ont écrit comme ça dans l'acte, c'est un don, ce n'est pas une mise en gage, il ne peut pas le récupérer. Apparaît un conflit qui va quand même assez loin parce qu'il fait capturer et châtrer le moine. Bon, il s'emporte un peu, mais ça montre bien qu'il revient dans un contexte qui est celui de, voilà, j'ai mis mon épée au service du Christ, maintenant j'en attends peut-être pas un retour, mais j'attends quand même quelque chose, et je veux en tout cas récupérer le bien que j'ai mis en gage. Il faut voir aussi que la pénitence est très rude, l'interdiction du port des armes. On l'a vu, il fait partie des optimates, c'est-à-dire du conseil du comte de Blois. Il faut que vous compreniez qu'au Moyen-Âge, tout le monde est armé. Enfin, en tout cas, tout le monde a dans l'esprit d'être plus ou moins guerrier, c'est-à-dire de défendre sa propre vie et ses possessions. Du bâton noueux à l'épée. Et il faut pas, on peut tuer avec une pelle. Donc, c'est une arme. Porter les armes signifie qu'on est un homme libre. À plus forte raison quand on est un chevalier aussi important que lui, en tout cas faisant partie du conseil du comte de Blois. Donc, vous voyez que c'est quand même un acte assez fort que l'évêque de Chartres lui a imposé. Et quand Yves de Chartres dit il nous a fatigués, etc., de ses prises de parole, il a supplié l'évêque d'enlever ça, et de celle de beaucoup d'amis puissants, on sent l'influence des autres membres du conseil, certainement des autres chevaliers croisés. Alors il avait reçu le soutien du comte de Blois, Thibaut, c'est certain, mais on sent aussi, d'une certaine façon, une solidarité chevaleresque entre, si vous me passez l'anachronisme, des vétérans de la croisade. C'est-à-dire que beaucoup se retrouvent, signent des actes après, ils sont partis ensemble, ils ont vécu des choses ensemble, et ça renforce justement l'idéal chevaleresque. D'où l'idée d'interlude pieux. Et je terminerai là. L'esprit de corps chevaleresque et la croisade, c'est-à-dire qu'une piété forte, réelle, mais marquée du sceau de la guerre, avec une solidarité, de fait, entre ses membres, entre les différents chevaliers croisés, la quête de prouesse, on le voit avec qui arrive à être le premier à escalader les murs de Jérusalem. Et pour reprendre un article que j'avais lu il y a quelque temps de Florian Besson, et le fameux mot de Jacques Le Goff qui disait de manière taquine que la seule chose que les croisés avaient ramené des croisades, c'était l'abricot. Il faut aller plus loin. Les croisés reviennent avec un renforcement de leur mentalité. C'est-à-dire qu'ils partent. Alors on est dans une période du XIIe siècle, mon maître Dominique Barthélemy ne me contredira pas, le XIIe siècle, c'est la mise en place justement de l'idéal chevaleresque, voire de l'idéologie chevaleresque, c'est le mot de Florian Besson, au sens défini par Xavier Larry, pour lequel j'ai un énorme respect, et qui disait encore dans l'histoire militaire de la France récemment, dans le tome 1, je le cite, « Ce n'est ni par la formation technique, ni par l'équipement qu'il faut expliquer la suprématie des chevaliers français, alors il dit à l'âge de Bouvines, donc 1214. La vraie clé de leur succès, c'est leur idéologie. Cette étonnante alchimie entre culte de la performance, goût de l'aventure et intense foi chrétienne. » Et ça, c'est clairement, les croisades ont favorisé cet idéal chevaleresque qui s'est développé et qui s'est renforcé. Et d'une certaine façon, cet idéal chevaleresque
qui prend corps et se renforce avec la croisade, montre ses premiers signes de faiblesse, les premières critiques qu'il porte en germe, se retrouvent là encore dans un contexte de croisade par la suite au XIIIe siècle. La croisade de Saint-Louis, la 7e, à partir de 1248, où les croisés chartrains sont encore du nombre, et notamment le comte de Vendôme, Bouchard V. Les croisés parviennent à prendre Damiette, port important pour les Ayyoubides, donc les musulmans en face, et les Ayyoubides proposent tout de suite, parce qu'ils savent l'importance de Damiette, d'échanger le port de Damiette contre Jérusalem. Après tout, les croisés veulent Jérusalem, alors récupérez Jérusalem et rendez-nous le port qui fait notre richesse. Les croisés refusent, et s'engagent ensuite dans une campagne qui aboutit notamment à la bataille de la Mansoura, en 1250. À cette bataille que Xavier Larry a étudiée, les chroniqueurs nous rapportent déjà des critiques sur l'idéal chevaleresque, un idéal où le Robert d'Artois, le frère du roi, le frère de Saint-Louis, s'engage justement par quête de prouesse et parce qu'on lui dit qu'il est lâche. L'expression c'est « vous êtes du poil du loup ». Donc il est lâche, et alors lui il dit « non, je ne suis pas lâche et je vais vous montrer ». Donc là on est encore dans ce même idéal chevaleresque, quête de prouesse, solidarité, tout le monde le suit à la bataille et il se fait massacrer. Et ce n'est que le début d'une certaine façon de cet esprit chevaleresque qui se délitera avec le temps, a fortiori lors de la guerre de 100 ans. Et si vous me permettez, l'aboutissement de tout ça, c'est le XVIe siècle et les guerres de religion, au moment où Antoine de Bourbon se fait tirer un coup d'arquebuse dans le dos alors qu'il est en train d'uriner contre un mur. On a compris que l'esprit chevaleresque, forgé là, notamment dans les croisades, a pleinement disparu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah oui. Et du coup, je crois qu'il y a un temps de questions. Et, donc, à votre initiative, je suis prêt à y répondre. S'il y a des questions, alors... Je vais vous décomplexer. Allez-y, professeur. Eh bien, la première des choses, d'abord, c'est qu'il faut vous féliciter, vous remercier pour cette étude tout à fait remarquable, qui fait un tour d'horizon le plus complet possible, sur une échelle bien observable, bien délimitée, parce que les sources sont bien délimitées elles-mêmes. Elles ont, pour la plupart, édité, comme vous l'avez souligné, et donc, je ne dirais pas qu'il suffit de les lire, mais il faut chercher, et ensuite, évidemment, c'est en tirer toute la synthèse, à la fois l'analyse pointilliste qui va permettre de faire le tableau, et donc d'aboutir à une synthèse. Celle sur la piété me paraît tout à fait intéressante, évidemment. C'est le renforcement de l'idéologie, et c'est même sa normatisation, puisqu'on va la trouver dans l'éloge de la Nouvelle Milice de Bernard de Clairvaux, dont vous avez parlé, pour les Templiers en particulier, mais c'est la chevalerie en général qui va en subir, j'allais dire, le contre-coup de valeurs, des valeurs qui vont se répandre. La plupart des Templiers sont issus des mêmes milieux, qu'ils soient cisterciens, qu'ils soient templiers ou hospitaliers, ou finalement, ce sont les cadets, ce sont les membres des familles, etc. Absolument. Alors, c'est une richesse qui n'a pas de prix, évidemment, que de s'enrichir ce moral, que de s'enrichir dans le mental. Hein. C'est la seule richesse que les douaniers ne peuvent pas contrôler, la culture, le mental. Absolument. Donc, c'est ce qu'il faut répéter à nos élèves. Oui. Hein, c'est que voilà, c'est pas une question de bien matériel, mais derrière ça, je nuancerai un petit peu votre regard. J'ai travaillé sur justement l'aspect économique des croisades. Et derrière les chevaliers, il y a quand même des gens qui les poussent. Vous avez évoqué la 4e croisade détournée jusqu'à Constantinople. Il faut savoir que les reliques ont une valeur marchande éminente. Absolument. Parce qu'elles font la richesse des monastères, déjà. Si un monastère veut fonctionner, il faut qu'il ait des reliques. S'il n'a pas de reliques, il ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc, c'est ça, d'abord, la première source. Mais la deuxième chose, c'est que derrière ces gens-là, enfin les chevaliers, il y a l'amoureur, c'est-à-dire les travailleurs. Et il y a aussi, donc, les marchands. Il y a les républiques italiennes maritimes. Hein, Venise, Gênes, Pise. J'ai travaillé sur Bologne, qui n'apparaît qu'assez peu, mais qui est quand même derrière la première expédition d'Égypte. Parce que c'est elle qui pousse à l'université. La roue. Voilà, qui pousse à la roue pour obtenir des territoires. Et ce que vous avez dit des échanges entre l'équivalent de Jérusalem et l'équivalent de Damiette,
eh bien, ça fait partie des négociations qui sont extrêmement importantes. Et je crois qu'il y a des transferts de richesses qui s'opèrent à ce moment-là. Je vous trouve un peu sévère avec les établissements religieux, parce que moi, j'ai pas de raison d'être sévère avec le Crédit Agricole, si vous voulez. Il joue son rôle. Certes. Voilà. Donc, les abbayes jouent leur rôle parce qu'elles ont thésaurisé, elles ont amassé. C'est elles qui détiennent, c'est elles qui ont la Banque de France. C'est elles Fort Knox, c'est elles qui ont les lingots. Et on voit du reste des abbayes, je pense à Saint-Benoît-sur-Loire en particulier, ou des abbayes même auprès desquelles Godefroy de Bouillon va négocier, où ils font fondre. C'est le cas de d'Arpin qui va chercher de l'argent à Saint-Benoît-sur-Loire, hein, le vicomte de Bourges, qui va du reste finir, qui va vendre sa vicomté. Hein, pour s'installer. Voilà, pour pouvoir avoir les fonds nécessaires. Et il n'hésite pas à faire fondre des chandeliers d'or, d'argent, voilà, et on voit des sommes astronomiques qui partent, hein, et qui transitent d'un côté et de l'autre. Alors sur les nombres, également j'aurais des observations à faire, c'est-à-dire que sur le nombre, Fleury, que vous avez bien évoqué, dit que pour la première croisade, il y a quand même des estimations possibles, ils sont partis à peu près à 250, 260 000. C'est ça. Et ils arrivent à Jérusalem à 16 000. Sauf que, permettez, je vous interromps juste un instant, hein, professeur, mais effectivement, sauf que Fleury part du principe que, et il compte tout le monde. Il en oublie que, parce que son étude partait de Pierre l'Ermite, et donc la première expédition, sauf que quand il arrive là-bas, il omet de dire que beaucoup sont partis après les premiers sacs, notamment dans les États allemands, en fait, enfin dans le Saint-Empire. Beaucoup sont partis dégoûtés de ce qu'ils ont vu. Il le mentionne, mais là, pour le coup, il n'a pas de comptabilité. Et quand Anne Comnène, dans son Alexiade, parle des masses, elle reconnaît elle-même qu'ils sont beaucoup plus nombreux avec Pierre l'Ermite au début, et ils vont tous se faire massacrer, qu'ensuite avec les grands du royaume qui arrivent, ces francs qui arrivent. Et du coup, c'est très difficile de se dire combien sont-ils au début, combien sont-ils à l'arrivée. Compliqué. Ils ne sont pas forcément combattants. Voilà, ce sont des exactement. pèlerins, vous avez parlé du pèlerinage armé, ce sont des gens qui s'en vont. Du reste, dans une grande continuité. Hein. Le pèlerinage à Jérusalem, date d'abord du christianisme lui-même. Absolument. Et le flux semble, parce que les sources, il peut y avoir des effets de source, semble s'en être accru à partir du 10e, 11e siècle, les expéditions, Fulkenera, le duc de Normandie, etc. Avec une pause, effectivement, quand Malicha s'en prend à Jérusalem et au lieu saint, où là, il y a une petite pause. Donc il y a une récupération qui se fait, on libère les lieux saints. Hein, et il y a j'allais dire, l'essentiel des morts n'est peut-être pas dû au combat. L'essentiel des morts est lié aux conditions. Certes. Les conditions physiques, climatiques, les famines. voilà. On connaît des pages célèbres où on parle d'actes de cannibalisme, etc. Parce que les combattants, ou même les pèlerins, tout simplement, qui ont le moins de moyens, les ont épuisés déjà en route, ne serait-ce que pour arriver au Bosphore. Et une fois franchi le Bosphore vers l'Anatolie, ils n'ont plus de moyens, il n'y a plus de ravitaillement. On a des traces d'inflation incroyables. Fouché-de-Chartres lui-même rapporte combien le prix des œufs a augmenté du simple à décuplé, pratiquement en cours de route, et que c'est un problème véritable. Donc là, il y a quand même aussi un risque important. Vous dites que la société n'a pas changé quand ils reviennent. Il y a quand même la désillusion du retour, quoi. Il y a quand même toujours une évolution qui s'opère. Et Craton, en est un petit peu le symbole d'une certaine manière. Il ne peut pas récupérer ses biens parce qu'il y a une ambiguïté, où la mémoire s'en est perdue, où la trace n'a pas été suffisamment fiabilisée. Donc il y a cet risque. Et il y a la part de ce qu'on pourrait appeler le pèlerinage pénitentiel. Vous avez parlé justement de ce pèlerinage armé. La croisade est d'abord un pèlerinage. Elle est d'abord une forme de pénitence. Elle fait du reste du croisé quelqu'un qui a un statut particulier, c'est qu'il devient intouchable. C'est ça. Il ressort du fort de l'Église, et donc il est protégé, comme tous les pèlerins, au même titre qu'un moine. Mais quand il revient, c'est plus le même cas. Quand il a quitté l'habit de croisé, quand il a quitté la croix, il redevient un quidam ordinaire. Et là, on peut imaginer que les religieux
peuvent aussi en tirer parti, justement, comme Oui. vous l'avez dit, dans la régulation des conflits. Donc ces dossiers-là me paraissent extrêmement importants, et j'aimerais peut-être que vous en disiez un mot supplémentaire, Oui. parce que j'ai trouvé votre intuition tout à fait pertinente, enfin saisissante, hein, sur la question des retours des biens. Bah, si vous voulez, peut-être que je n'ai pas été suffisamment disert, mais ce que je sous-entends par la société est inchangée, c'est que quand ils reviennent, la société n'a pas changé, mais eux ont changé. Donc quand ils arrivent, ils ont le sentiment d'avoir accompli cet acte d'amour pour le Christ, d'avoir mis leur épée au service, et non pas justement comme Bernard de Clairvaux le souhaitait, c'est-à-dire quand il fait l'apologie des Templiers, il veut vraiment une transformation, quelque chose de nouveau. Eux, à l'avant, comme renoncement, vous en conviendrez, c'était le vrai renoncement, la vraie conversion, c'était devenir moine, pour renoncer à la chevalerie, renoncer au siècle. Là, on leur offre une porte, et donc ils ont l'impression d'avoir servi, d'avoir été utile à la foi en tant que tel. Et quand ils reviennent, désillusion, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un cas de conflit célèbre entre Rotrou du Perche, croisé, et Hugues du Puiset, croisé. Quand Hugues du Puiset s'en va, l'un de ses vassaux à qui il a cédé en fait la seigneurie pendant le temps de son départ, au milieu du XIIe siècle, entre en conflit avec Rotrou du Perche, alors même que normalement ses biens sont protégés. Et là, on se rend compte que il y a la théorie et la pratique. Dans les faits, il y a une forme de loi du plus fort, et il est très difficile pour Yves de Courville, qui est le vassal du sire du Puiset, de faire reconnaître à l'évêque de Chartres, regardez, il est en train d'attaquer les terres de quelqu'un qui est parti. Et l'évêque de Chartres lui dit, mais lui-même est un vétéran de la croisade de 1101, et donc, bon, c'est embêtant. Quand il l'envoie à Pascal II lui réécrit derrière en lui disant, bon, mais écoutez, ce sont des vétérans tous les deux. D'une certaine façon, donc laissez ça à la comtesse Adèle, elle réglera le problème. Elle-même, évidemment, comme elle n'aime pas le comte du Perche, elle va aller dans le sens d'Yves de Courville, mais c'est compliqué parce qu'ils reviennent, eux, changés dans leur mentalité et de ce qu'ils ont vécu, évidemment les privations, et vous avez raison, on pourrait même citer Frédéric Barbrousse qui meurt d'hydrocution quand il franchit le gué, donc pour la troisième croisade, il n'atteindra jamais justement véritablement les lieux de combat, parce qu'il est le seul à avoir fait d'ailleurs la route terrestre, les autres ont choisi la voie maritime. Donc c'est plutôt ça que je sous-entendais, c'est-à-dire que la société est inchangée, parce que quand ils reviennent, les choses se sont effectivement peut-être perdues ou oubliées, mais les choses ont suivi leur cours sur un axe parallèle au leur. Et ils ont le sentiment de débarquer d'une autre planète. D'autant plus que, surtout pour les affaires, pour les départs postérieurs, quand il rencontre là-bas des poulains, il est mentionné, alors Oussama ibn Munkid parle justement de moments où il essaye de prier, et ce sont les Templiers qui ramènent à l'ordre des nouveaux venus qui ne savent pas comment, qu'il y a effectivement ici des musulmans à Jérusalem et qu'ils prient, qu'il faut les laisser faire. Donc ils arrivent dans des environnements, voilà, il y a la planète, si j'ose dire, l'environnement Terre Sainte, et quand ils reviennent dans le royaume de France, ils ont l'impression de débarquer de complètement d'ailleurs. Et ça, j'imagine, à mon sens, que ça les soude encore plus dans cette mentalité solidaire, indépendamment de la quête de prouesse, et dans leur foi, d'avoir le sentiment d'avoir servi le Christ, et d'être capable de servir le Christ tel qu'il l'était. Et si vous permettez, je reviens juste sur les questions financières. Vous avez parfaitement raison. Les reliques, c'est de la valeur marchande à 100%. Là où je suis taquin sur les moines, c'est parce que, évidemment, je citais Henri René Marou, on ne comprend que ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on arrive à comprendre de ce qu'on a sous les yeux, et ce qu'on a sous les yeux, ça vient d'eux. C'est eux qui l'ont rédigé. Donc, ils y mettent leurs pattes. Au début, ils y mettent leur conception. Mais derrière, ils peuvent jouer. Gervais II, par exemple, quand il fait tous ses dons de reliques, on comprend entre les lignes que c'est parce que en face, les religieux lui font comprendre que ça pourrait être bien qu'il donne les reliques pour récupérer ce qu'il a mis en gage. Donc peut-être qu'il avait dans l'idée de les marchander autrement, mais il a été un peu poussé s'il voulait pouvoir récupérer sa seigneurie. En tout cas, les possessions les plus importantes, parce qu'il a mis en gage des terres avant de partir, d'un certain montant. Et effectivement, derrière les marchands qui sont au XIIIe siècle à la croisade de Saint-Louis en 1248, les Pisans notamment, font partie de ceux qui disent oui, il faut prendre Jérusalem, échangeons Damiette contre Jérusalem, ça sera super, et ça nous fera une super base arrière pour ensuite prendre Ascalon et d'autres ports qui vont rapporter aussi beaucoup.
Et puis comme ça, en plus, on crée du lien, parce qu'on a accepté de négocier avec les musulmans, donc on crée du lien avec les marchands musulmans de Damiette, c'est très bien. Et on établit un comptoir. Et c'est les chefs croisés qui disent, oh, non, pas de trêve, pas d'accord, on continue. Sans doute parce que Saint-Louis, à ce moment-là, a réussi à trouver suffisamment de subsides par lui-même. Alors que pour la 4e croisade, quand les croisés se rendent auprès des Vénitiens, là les Vénitiens leur disent « Vous avez l'argent, parce que c'est nous qui vous emmenons ». Ils disent « Non, donc venez avec nous, on va trouver de l'argent ». Et ça les entraîne, malgré eux, dans l'aventure constantinopolitaine. Mais bon, Mais vous avez raison, il y en a qui reviennent chargés de richesses, mais c'est plus 13e siècle. Après la croisade des enfants, c'est vraiment et alors de Tunis encore plus étrangement, surtout pour Charles d'Anjou, etc. Et ceux qui sont dans sa clientèle, ils reviennent chargés. Alors même que le roi est mort sous les murs de Tunis, certains reviennent plus riches qu'ils ne sont partis, donc c'est toujours un peu bizarre. Mais oui, je vous remercie. Effectivement, c'est des questions complexes. Moi, j'ai l'œil cynique sur les moines, mais vous avez raison. Mais je ne fais pas confiance au Crédit Agricole non plus, ni à la Société Générale, donc je suis comme ça. Surtout maintenant que tout est géré par algorithme, je le sais, et je sais que ça me déplaît de tout laisser entre les mains d'une intelligence artificielle. Et si je veux des intelligences artificielles, j'en ai parfois face à moi en cours. Ça me suffit. Ça, je le déplore. C'est pour ça que je préfère rester avec mes lycéens. Est-ce que vous pourriez, alors, effectivement, les précisions que vous avez apportées, je sais qu'elles sont dans votre texte, parce que je les connais, préciser peut-être la définition du pèlerinage armé, parce qu'effectivement, tout ça a été redéfini pour créer quelque chose de nouveau, voilà, une promesse. D'entrée de jeu, voilà, la croisade est placée sous l'angle du pèlerinage armé, et c'est pour ça qu'on n'a pas gardé les décrets du Concile de Clermont, donc on ne sait pas. L'anonyme normand nous dit que oui, Robert II a bien dit que ceux qui partaient allaient recevoir une indulgence plénière, donc le pardon des péchés, pour y aller. Mais c'est une construction tardive. Ça intervient, c'est un récit qui est écrit 20 ans, 30 ans après. Donc on n'a pas véritablement gardé, mais en tout cas, il devait l'avoir en tête. Parce que derrière, en revanche, on a gardé des décrets pour la Reconquista. Rotrou du Perche, justement, part à la croisade après en Espagne, et il s'installe là-bas, et il devient seigneur de Tudela. Et là, pour l'Espagne, là encore, on a l'idée de reconquête, jamais d'agression, reconquête. On reprend ce qui était à nous. On part avec l'indulgence plénière. Donc c'est le pardon des péchés, si vous voulez, si je fais bref. Et le mouvement de pèlerinage est effectivement un mouvement beaucoup plus ancien, qui a touché toutes les catégories de la société, y compris les chevaliers, où là on part en pèlerinage et le but c'est d'atteindre le lieu et de revenir. Et on revient, alors pour ce qu'on appelle les hiérosolimites, donc ceux qui partent à Jérusalem, ils reviennent avec des palmes, une forme de souvenir. Vous voyez souvent des gens qui s'offusquent quand ils visitent Chartres notamment, ou quand ils vont plus sûrement au Mont-Saint-Michel, de voir toutes les boutiques de souvenirs, etc. Généralement, quand on est un vacancier, on a ça en horreur, parce qu'on voit les boutiques de souvenirs de partout, on a l'impression que c'est de la marchandisation horrible, mais c'était encore pire à l'époque médiévale. Il y avait des boutiques de partout, parce que justement, il faut que le pèlerin qui s'est tapé toute la balade jusque-là montre qu'il est venu jusque-là. Donc il doit ramener des souvenirs. Bon, en l'occurrence, des preuves de son pèlerinage. Donc Saint-Jacques, évidemment, la coquille, ou d'autres, il y avait d'autres symboles. Mont-Saint-Michel, Jérusalem, c'était les palmes, pour montrer qu'on y est allé. Et on y est allé pour expier les péchés, parce que c'est une pénitence qui est imposée généralement. Parce qu'on a fauté, on nous impose des jours de pénitence, des jours de jeûne, ou parfois un pèlerinage. Le mouvement des pèlerinages est beaucoup plus ancien, 10e, 11e siècle, et 7 ans, et donc très naturellement, la croisade est apparue comme un pèlerinage armé, donc une sorte de nouvelle version d'un pèlerinage adapté aux chevaliers, parce qu'on était déjà dans cette continuité et ce mouvement-là, si j'ose dire. Si c'est les précisions que vous attendiez, Madame Clément. C'est intéressant. Certes. Mais après, on voit avec Rimbaud, effectivement, le changement aussi chez lui, comme chez les autres, c'est l'habitude de la violence aussi. Oui. Donc effectivement, castrer un moine,
Ça Oh, représente ça- pas grand-chose. Ça fait pas de mal. Hein. Ça fait jamais de mal. Ouais. Pour un moine, il n'y a pas de Voilà. C'est rien. C'est pas trop grave. Non, mais je veux dire par rapport à ce qu'ils ont Ah oui, il a, vu. et puis en l'occurrence, je l'ai dit, je le redis, Rimbaud Craton, il a perdu un bras au siège de Jérusalem. Oui. Donc il est le premier à monter, il revient avec un bras en moins, donc il porte dans sa chair le sacrifice qui a été celui de son engagement pour le Christ. Donc là encore, quand il revient, il doit vraiment avoir l'impression de revenir d'un autre monde. Si vous me passez, professeur, l'anachronisme terrible, mais ça n'a pas changé, effectivement. Moi, je vous en faire un, c'est Rambo qui revient du Vietnam. Et complètement, et j'allais dire de manière drôle que quand j'ai vu Rimbaud Craton la première fois, je l'ai appelé Rambo, parce que quand il revient, il est, et je fais plus référence au Rambo, non pas du film avec Stallone, mais plutôt celui du livre, du roman de David Morel, First Blood, qui est excellent d'ailleurs, où la figure du John Rambo est beaucoup plus violente. Vous voyez ma culture terrible. Mais dans ce livre magnifique, Morel montre bien qu'il revient et il a l'impression de débarquer d'une autre planète. Il est dans une société qui le conspue. Alors c'est encore plus dur. Là, en l'occurrence, le croisé ne revient pas dans une société où on le conspue, mais il est dans une société qui ne comprend pas véritablement ce qu'il y a là-bas. Au même titre que des poilus, parce que je l'ai là sous les yeux, revenant chez eux, la censure ayant opéré, quand ils expliquent ce qu'ils ont vécu, les gens leur disent « mais vous êtes un menteur, mais on l'a lu dans la presse, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe la guerre ». Et donc évidemment derrière, le seul endroit où ils se sentent encore libres de dire ce qu'ils ont vécu, les poilus, c'est dans les associations d'anciens combattants, dont la plus importante sera la matrice du NSDAP, c'est-à-dire du parti nazi en Allemagne. Parce qu'il n'y a que la solidarité des tranchées, comme la solidarité des croisés, qui forge l'esprit de corps et qui forge l'envie de rester ensemble et donc dans les souffrances vécues. C'est toujours un peu la même histoire, mais oui, Rambo c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne trouve de réconfort, alors là pour le coup je bascule sur le film, que dans les bras du colonel Trottmann. Donc c'est Trottmann qui dit lui-même « Dieu n'a pas fait Rambo, c'est moi qui l'ai fait ». J'adore ce film. Pardon. C'est le petit garçon qui parle. Mais c'est vrai qu'une société a du mal à accepter des gens qu'on a envoyé faire un sale boulot, parce que les accepter, c'est reconnaître qu'on les a envoyés faire ce sale boulot aussi. Vous savez, vous avez un ouvrage de Stéphane Beauverger, c'est de la science-fiction, là encore, je pars dans tous les sens. Mais j'aime beaucoup cette citation. Là, il parle de l'époque de Louis XIII, où il dit laissons aux brutes les tâches discutables et contentons-nous d'en discuter. C'est, je pense, ce qu'on a fait ce soir. C'est plus confortable. Est-ce qu'il y a une spécificité chartraine? En tout cas, pour en avoir discuté longuement avec Dominique Barthélémy, où je lui disais, de manière taquine, je parlais de ça pour mon côté bonapartiste, mais qu'il faudrait pousser ça sur l'ensemble des diocèses, lui m'a dit, mais poussez ça déjà sur le 13e, pour aller plus loin. Là, j'ai manqué de temps à l'époque quand j'ai fait ce travail. Il faudrait le faire. Et il faudrait même étudier les actes en eux-mêmes et pas seulement les sources imprimées pour voir les faux. Et se rendre compte, parce que même le faux traduit une réalité. Mais spécificité chartraine, en tout cas, c'est la seule région du Royaume de France qui est mentionnée avec autant de vigueur, indépendamment des zones dont viennent Godefroy de Bouillon et Baudouin de Boulogne. C'est assez stupéfiant. C'est-à-dire que la chanson d'Antioche, Baudry de Dole, Raoul de Caen, à chaque fois, il est fait mention donc de chevaliers chartrains, et Carnotensis, donc Chartres, alors même que pour les autres, on parle de Lorrains, on va parler de quelques Toulousains, on va parler de gens du Midi. Mais c'est vraiment Chartres qui ressort comme localité. On parle moins des Normands ou des Angevins. Finalement, non, parce qu'en réalité, celle qui va en parler le plus, c'est Anne Comnène. Mais je pense que c'est plus par crainte, parce qu'ils ont l'habitude. Et donc, quand elle voit... Parce qu'ils ont un beau poitrail, ils sont... Voilà. Un petit peu. Complètement. Mais aussi parce qu'elle a l'habitude, et quand elle voit arriver Tancrède et Bohémond, elle dit « Oh là là, on les connaît que trop bien, les Normands. On les a côtoyés en Italie du Sud, ils nous en ont chassés, donc on sait ce qu'ils sont capables de faire, c'est des barjots. » Mais c'est vrai qu'elle en parle beaucoup. La chanson d'Antioche, un peu moins. Voilà, c'est une chanson, donc ça met quelques figures en valeur. Mais c'est vrai que, de mémoire, il me semble que Chartres fait figure d'exception. Mais il faudrait que je me replonge là-dedans, professeur. L'épisode de Bohémond à Chartres est extrêmement intéressant. D'abord parce qu'il s'y marie.
Absolument, avec Constance, C'est là la que- fille de Philippe Ier de voilà, France. Exactement. Et puis d'autre part, il faut imaginer la scène. Moi, ça m'a frappé quand j'ai lu les sources. Mhm. Parce qu'il va haranguer. Complètement. Il interrompt son mariage. Et il dit bon, allez, ça, curé, évêque, dégage. Et il Maintenant, harangue la les foule, chevaliers, voilà. Ceux qui pour sont là. les inciter à aller à Jérusalem. Il prend la place, alors que c'est vraiment, il sort de son ordre. Mm. Il n'a pas à parler dans une église, il n'est pas clair. Et par ailleurs, il n'a pas à enlever la parole, justement, à ceux qui ont mission de prêcher. Il n'a aucune mission à cet égard. C'est ça. Et il faut imaginer ce gaillard qui détourne son mariage, il n'en a rien à faire, et il veut inciter tout le monde dans la cathédrale. Bon, c'est pas celle qu'on voit maintenant, hein, Non. bien sûr. Un petit peu Plus petite. Voilà. Mais quand même, faut Reste très grande. imaginer la foule. Une des plus grandes du Nord, voilà. Voilà, la foule, écoutant ce guerrier incroyable, parce qu'il est dépeint par Anne Comnène en particulier, comme de très haute stature, fort bien faire. Enfin, on imagine que c'est un vrai C'est Rambo, un commando. Voilà. Hein, voilà. Et donc, c'est quand même un effet, je trouve, moi, très très surprenant. Hein. D'autant plus, si vous permettez, que non seulement il harangue les chevaliers qui sont là, alors, la foule, côté syndicaliste, les quelques chevaliers, côté policier, si je fais la répartition que j'avais fait tout à l'heure, pour les gens qui sont présents, mais il harangue la foule en leur disant « Et n'ayez crainte pour les subsides, ma femme elle en a ». Constance, fille du roi de France, lui dit la dot était importante, pour le coup le douaire dans le sens inverse était assez faible, mais la dot est importante et donc je financerai ceux qui veulent partir avec moi tout de suite. Elle a dû être contente aussi de savoir que son argent était bien employé, ou plutôt l'argent de son père. Je vous remercie pour ces questions parce que à l'armée on dit pas de questions, bonnes questions, ça veut dire que soit tout le monde a compris, soit on était ennuyeux à mourir. Et j'ai souvenir d'un ami en particulier qui est un fan de Pierre Macorlan qui me dit toujours « Oh là là, tu vas faire une conférence à l'heure de l'apéro ? Bonne chance. » Bah, écoutez, tout le monde est encore réveillé, donc il n'y a pas de problème. Bon, parfait. Vous passez à la C'est que pause. j'ai dû plutôt bien bosser alors. Merci beaucoup. Merci à vous de votre écoute.